Ce tracteur ne redémarrera jamais, cria le fermier, provoquant l'hilarité des hommes autour de lui, lorsqu'ils virent Iris descendre de la camionnette, mince, jeune et portant une mallette plus grande qu'elle. C'est la coopérative qui l'a envoyée, se moqua le contremaître, les bras croisés. Mais quand Iris toucha simplement le moteur et murmura « Le problème n'est pas là où vous le pensez », leur rire s'éteignit instantanément et personne n'imaginait ce qu'elle était sur le point de découvrir dans cette machine irrécupérable. Hé, l'ami, soutiens-nous, abonne-toi à la chaîne et dis-nous en commentaire de quelle région de France tu regardes cette histoire. Philippe Dubois, 52 ans, 3e génération de fermier sur ces vastes champs de céréales, se tenait devant le hangar à machines, avec une expression mêlant colère et désespoir. 100 000 € et qui n'était plus qu'un poids mort occupant de l'espace. Le tracteur New Holland T7, cette machine imposante qui aurait dû labourer la terre et préparer le sol pour les semis, était là pour Pierre depuis 4 mois. 4 mois, mes amis. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie pour un agriculteur en pleine saison des récoltes? C'est comme avoir un cœur arrêté dans la poitrine, mais continuer d'espérer que le corps fonctionne. Philippe avait déjà fait appel à des mécaniciens de 3 départements différents. 20 000 € en diagnostic, pièces, tentatives frustrées. Chacun qui arrivait jurait qu'il allait résoudre le problème, qu'il avait de l'expérience, qu'il connaissait ce modèle comme sa poche. Musique, et chacun repartait avec l'argent en poche, et le tracteur restait mort. Le délai pour les semis touchait à sa fin, et avec lui, l'espoir d'une récolte qui faisait vivre 52 familles d'employés. 52 familles qui se levaient chaque jour, confiantes que cette terre continuerait à leur apporter de quoi vivre. Le poids de tout cela écrasait les larges épaules de Philippe, des épaules brûlées par le soleil de tant d'années passées à travailler sous le ciel ouvert de la Beauce. Ce matin-là, il était réuni sur la véranda du corps de ferme avec 3 agriculteurs voisins, tous buvant leur café et discutant du problème comme s'il s'agissait d'une sentence de mort déjà prononcée. Michel Leroy, propriétaire de la ferme voisine, secouait la tête avec pitié. « Philippe, ce tracteur ne redémarrera jamais. Accepte-le et achète-en un autre. Parfois la machine meurt tout simplement, et c'est tout. » Alain Mercier, cousin de Philippe et contremaître de la ferme, acquiesçait avec un enthousiasme excessif. Oui, patron, les meilleurs mécaniciens de la région sont déjà venus. S'ils n'ont pas réussi, personne n'y arrivera. Ce T7 est devenu une ferraille de luxe. Il y avait quelque chose dans la façon dont Alain parlait, une anxiété mal dissimulée. Mais Philippe était trop absorbé par sa propre frustration pour le remarquer. C'est à ce moment-là que la camionnette Hilux blanche souleva un nuage de poussière rouge sur le chemin de terre menant au corps de ferme. Philippe fronça les sourcils. Il attendait un autre mécanicien envoyé par la coopérative agricole de Dole, la dernière tentative avant d'abandonner définitivement. Mais quand le véhicule s'arrêta et que la porte s'ouvrit, ce qu'il vit le fit éclater d'un rire sincère de pur discrédit. Une femme descendit de la camionnette, jeune, menue, avec un grand sac à dos sur le dos et les cheveux attachés en une queue de cheval pratique. Elle portait une combinaison de mécanicien bleu qui semblait trop grande pour son corps frêle, des bottes de travail usées et transportait une mallette à outils qui semblait peser plus qu'elle-même. « La coopérative a envoyé une femme », dit Philippe assez fort pour que tous sur la véranda l'entendent. « Pour réparer un T7, c'est une blague ou un manque de respect envers moi. » Les rires éclatèrent immédiatement. Michel faillit s'étouffer avec son café. Alain se leva de sa chaise comme s'il avait vu quelque chose de trop absurde pour y croire. Les 2 autres agriculteurs échangèrent des regards d'incrédulité amusés. Iris Martin avait 26 ans et était déjà fatiguée de ce genre d'accueil. Mais fatiguée ne signifiait pas vaincue. Elle marcha vers le groupe d'un pas ferme, ignorant les rires, et quand elle fut assez proche, sa voix sortit calme et professionnelle. « Bonjour. Je suis la technicienne spécialisée en système d'injection électronique, tiers 4 final envoyé par la coopérative. Je suis venu évaluer le tracteur comme demandé.
Puis-je commencer le diagnostic ?» Le silence qui suivit ne dura que 3 secondes avant que Philippe n'éclate d'un autre rire, celui-ci encore plus fort. « Technicienne spécialisée », répéta-t-il les mots comme s'ils étaient une blague. « Ma petite, savez-vous combien pèse cette machine là-bas? Savez-vous le type de force qu'il faut pour travailler avec de l'équipement lourd ?» Alain s'approcha, les bras croisés, le sourire malicieux. « Patron, avec tout le respect que je vous dois, mais elle ne doit pas peser 60 kilos. La clé à choc pneumatique que nous utilisons pèse 12 kilos à elle seule. Comment va-t-elle travailler avec ça ?» Il rit de sa propre remarque et les autres le suivirent. Iris serra discrètement la sangle de son sac à dos, mais garda une expression neutre. Elle avait déjà vécu cela auparavant. Le premier jour de stage à la concession de Clermont-Ferrand, lors de l'entretien pour la coopérative, dans chaque ferme où elle avait tenté d'offrir ses services. Toujours la même histoire, regard de discrédit, rire, sous-estimation immédiate basée uniquement sur le fait qu'elle était une femme. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'eux n'imaginait, c'était l'histoire derrière cette femme menue, avec une combinaison trop grande. Iris était la fille de Paul Martin, un petit agriculteur familial qui avait tout perdu lorsque l'agro-industrie avait englouti les terres autour de sa propriété dans un petit village du Limousin. Elle avait grandi en voyant son père travailler jusqu'à l'épuisement, essayant de rivaliser avec des machines qui coûtaient des millions. Elle l'avait vu mourir à 53 ans, le cœur brisé par la faillite et l'impuissance. C'est dans le jardin de cette petite propriété perdue, entourée de géants de l'agro-industrie, qu'Iris avait appris à démonter de vieux tracteurs. Pendant que d'autres filles jouaient à la poupée, elle passait des heures à étudier des manuels techniques en anglais qu'elle téléchargeait d'Internet via une connexion lente. Elle avait appris seule, mécanique par mécanique, système par système, car elle n'avait pas d'argent pour payer des cours coûteux. Et quand elle avait finalement obtenu une bourse complète au lycée technique agricole de Limoges, elle avait été la meilleure élève de sa promotion. Non pas parce qu'elle était plus intelligente que les hommes, mais parce que tandis qu'ils étudiaient juste assez pour réussir, elle étudiait comme si sa vie en dépendait. Parce qu'elle en dépendait. Sa spécialisation était quelque chose de rare, même parmi les mécaniciens expérimentés. Les systèmes hydrauliques complexes et l'électronique embarquée sur les machines lourdes. Elle comprenait l'injection électronique, les systèmes SCR pour la réduction des émissions, les transmissions CVT, les diagnostics par ordinateur dont la plupart des mécaniciens traditionnels ignoraient même l'existence. Elle parlait le langage des moteurs modernes, ceux contrôlés par des dizaines de capteurs et d'ordinateurs de bord. Et maintenant, debout devant ce groupe d'hommes qui se moquaient d'elle, Iris savait que c'était sa chance, non seulement de prouver sa valeur, mais de montrer que toute la souffrance, toutes les études, toutes les portes fermées au nez avaient un but. Le tracteur mort dans le hangar était son défi, et elle n'avait pas la moindre intention de reculer. Philippe Dubois ne se contentait pas de rire, il transformait ce moment en une sorte de spectacle public, et Iris percevait parfaitement ce qui se passait. Il appela plus de monde, cria aux employés qui se trouvaient dans le hangar à outils, fit signe à 2 ouvriers agricoles qui passaient à cheval. En quelques minutes, il y avait près de 10 personnes réunies là, toutes curieuses de voir ce qui causait tant d'agitation. « Écoutez bien tout le monde », annonça Philippe avec cette voix de quelqu'un habitué à donner des ordres et à être obéi. La coopérative, dans leur infinie sagesse, a décidé d'envoyer cette petite jeune femme ici pour réparer ce que Jean-Luc de Châteauroux n'a pas réussi à faire. Vous vous souvenez de Jean-Luc ? 30 ans d'expérience. Il a travaillé à l'usine New Holland, à réparer des tracteurs dans des fermes de toute la France. Eh bien, il a passé 3 jours ici et est parti en disant que le moteur était irrécupérable. Mais maintenant, elle est arrivée. Il désigna Iris d'un geste théâtral. Qu'en pensez-vous? Combien pariez-vous qu'elle y arrive? Les rires furent immédiats et cruels. L'un des ouvriers agricoles, un jeune homme nommé David, cria « Patron,
Elle va transpirer 2 heures sous ce tracteur et abandonnera quand elle se cassera le premier ongle. Plus de rire. Un autre employé compléta. Une femme, c'est pour la cuisine, pas pour l'atelier. Tout le monde le sait. Michel Leroy, l'agriculteur voisin, secoua la tête avec une expression de quelqu'un qui voyait une absurdité. « Philippe, vous perdez votre temps. Je connais des gens chez Massey Ferguson. Je peux les appeler directement et faire venir un ingénieur d'usine. Cette histoire de tester des gens qui n'ont manifestement pas la constitution physique pour un travail lourd, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. » Alain Mercier, le contremaître, était le plus insistant de tous. Il y avait quelque chose de presque désespéré dans la façon dont il essayait de discréditer Iris. « Patron, regardez-la. Elle doit mesurer 1,60 mètres. Comment va-t-elle atteindre les composants sur le dessus du moteur? Comment aura-t-elle la force de retirer les injecteurs qui nécessitent 80 N de couple pour se desserrer? Ce n'est pas du préjugé, c'est de la physique de base. » Iris écoutait tout en silence, mais à l'intérieur quelque chose bouillonnait. Ce n'était pas de la colère exactement. C'était un mélange d'indignation, de détermination et d'une envie presque physique de prouver que chaque mot de ces hommes était faux. Elle pensa à son père Paul, qui avait des mains fortes de travailleur agricole, mais un cœur qui s'était brisé quand il avait réalisé que la force brute ne suffisait pas contre les machines et les corporations. Elle pensa aux nuits où elle étudiait jusqu'à 3 heures du matin, car elle devait être 2 fois meilleure que n'importe quel homme pour avoir la moitié des opportunités. Philippe s'approcha d'elle et son ton changea. Il devint encore plus condescendant, ce genre de voix que les adultes musique utilisent pour expliquer des choses évidentes aux enfants. « Écoutez, ma petite, je ne sais pas ce qu'ils vous ont mis dans la tête là-bas, à la coopérative. Mais laissez-moi vous expliquer une chose. Les machines lourdes ne sont pas un endroit pour les femmes. Ce n'est pas du machisme, c'est la réalité. 7 litres de cylindrée, 270 chevaux de puissance, système hydraulique qui fonctionne à 250 bars de pression, transmission autocommande, à variation continue. Ce n'est pas une petite voiture que vous poussez dans la rue, c'est de l'ingénierie lourde. Vous comprenez ce que je dis ? » Sa question était rhétorique, formulée de manière à faire comprendre qu'il n'attendait pas qu'elle comprenne. Mais Iris répondit et sa voix sortit ferme et technique. « Moteur, NF6, technologie Common Rail de 3e génération avec une pression d'injection allant jusqu'à 2000 bars. Système SCR avec AdBlue pour la réduction catalytique sélective des NOx. Transmission autocommande CVT avec contrôle électronique intégré. Système hydraulique Load Sensing avec pompe à débit variable. Je sais exactement ce que j'évalue, monsieur Dubois, et je sais aussi que 5 mécaniciens sont déjà venus ici et qu'aucun n'a résolu le problème, ce qui me dit que leur diagnostic était incorrect depuis le début. » Le silence qui tomba sur le groupe fut différent. Ce n'était pas du respect, exactement, mais une surprise momentanée. Michel haussa les sourcils. Alain croisa les bras plus fermement. Philippe cligna des yeux plusieurs fois, assimilant le fait que cette petite jeune femme venait de réciter des spécifications techniques comme si elle lisait directement le manuel d'ingénierie de l'usine. Mais la surprise ne dura que quelques secondes avant que Philippe ne reprenne le contrôle de la situation. « Vous avez bien appris le manuel, hein ? Très joli. Félicitations pour votre mémoire. Mais apprendre par cœur et réparer sont des choses complètement différentes, ma petite. N'importe qui peut lire des spécifications techniques sur Internet. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui puisse mettre la main à la pâte, démonter cette machine, identifier le vrai problème et le résoudre. Et pour cela, il faut une vraie expérience, de la force physique et de l'endurance. Des choses que, désolé d'être direct, vous n'avez pas. » Iris sentit les mots comme de petites piqûres, mais garda son sang-froid. « Puis-je examiner la machine et faire mon propre diagnostic ? Ou avez-vous déjà décidé que je n'étais pas capable avant même de me donner une chance ?» Philippe laissa échapper un autre rire, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus cruel. « Non, ma petite, vous ne pouvez pas. Vous savez pourquoi ?
parce que j'ai déjà perdu trop de temps et d'argent avec des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et autre chose. Il fit une pause dramatique, regardant les autres hommes, comme s'il était sur le point de raconter une excellente blague. Même si je vous laissais essayer, je ne paierais que la moitié de ce que la coopérative demande. Après tout, vous êtes une femme, vous travaillerez la moitié du temps avant d'abandonner de toute façon. Alors c'est juste de payer la moitié, n'est-ce pas? La phrase tomba comme une bombe. Non seulement sur Iris, mais sur toutes les personnes présentes. Certains employés rirent nerveusement, d'autres détournèrent le regard, clairement mal à l'aise. Mais personne ne dit rien. Personne ne confronta Philippe et leur silence était aussi cruel que ses mots. Alain, percevant l'occasion parfaite, enchaîna rapidement. Le patron a raison. Une femme ne supporte pas le travail lourd. 15 minutes sous ce tracteur avec le soleil à 40 degrés qu'il fait aujourd'hui et elle abandonnera. Mieux vaut ne même pas commencer pour lui épargner son temps et le nôtre. Michel compléta, déjà un peu impatient. Philippe, arrête de perdre ton temps avec ça. Appelle tout de suite Massey Ferguson ou achète un nouveau tracteur. Tu as de l'argent, tu as du crédit. Cette histoire d'essayer d'économiser avec un mécanicien bon marché finira par coûter plus cher et la récolte n'attend pas. C'est à ce moment-là que quelque chose changea à l'intérieur d'Iris. Elle avait déjà fait face aux préjugés, bien sûr. Elle avait entendu des commentaires méchants, avait été sous-estimée, avait été rejetée, mais elle avait toujours gardé une attitude professionnelle. Ravaler sa colère et continuer d'avancer. Cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'elle. Il s'agissait de chaque heure passée à étudier pendant que d'autres dormaient. Il s'agissait de chaque fois qu'elle avait été humiliée lors d'entretiens par des hommes moins qualifiés qui avaient obtenu le poste. Il s'agissait du diplôme technique qu'elle avait obtenu, étant la meilleure de sa promotion, alors que les professeurs doutaient qu'elle tiendrait le coup. Il s'agissait de prouver que la compétence n'a pas de genre. Elle posa son sac à outils au sol avec fermeté. Le bruit de l'impact fit reculer quelques hommes. Quand elle parla, sa voix était différente. Ce n'était plus la professionnelle polie essayant de faire ses preuves. C'était quelqu'un fatigué d'être piétiné et finalement prêt à se battre. « Monsieur Dubois, je suis venu ici pour faire un travail. Vous pouvez rire de moi, vous pouvez douter de moi, vous pouvez offrir la moitié du paiement. Parce que vous pensez que mon travail vaut moins, parce que je suis une femme. Vous pouvez continuer à croire que la force physique est plus importante que les connaissances techniques. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas faire. 100 000 €, que la récolte s'en va et que 52 familles dépendent du bon fonctionnement de cette machine. » Elle fit une pause, regardant directement dans les yeux de Philippe. Musique. « Alors je propose ceci. Donnez-moi 2 heures. 2 heures pour diagnostiquer le problème. Si je ne découvre pas ce qui ne va pas, je pars et je ne vous facture absolument rien, ni à la coopérative, ni à vous. Mais si je découvre le problème et que je répare ce tracteur, vous me paierez le double du montant convenu et vous me présenterez vos excuses devant toutes les personnes qui sont ici maintenant. Toutes, y compris les employés, et que vous avez spécialement appelé pour rire de moi. » Le silence qui suivit fut absolu. Même les oiseaux ne semblèrent pas chanter. Philippe fixa Iris, et pour la première fois depuis son arrivée, il la vit vraiment. Non pas comme une blague, non pas comme une intruse, mais comme quelqu'un qui croyait sincèrement en elle-même. Il y avait de la détermination dans ses yeux bruns, une certitude inébranlable qui l'intriguait. « D'accord », répondit-il finalement, et sa voix était différente aussi, plus sérieuse, mais avec une condition supplémentaire. Si vous échouez, vous admettez devant tout le monde ici que vous n'aviez pas la capacité pour ce travail, que vous êtes venu ici en pensant pouvoir faire quelque chose qui dépassait vos compétences. Êtes-vous d'accord? Iris n'hésita pas une seconde. Elle tendit la main, marché conclu. Musique. Philippe lui serra la main, et dans cette poignée de main, il y avait bien plus qu'un accord professionnel. C'était un défi, un pari. Musique, un moment où 2 mondes complètement différents s'entrechoquaient, et un seul pouvait avoir raison.
Quand ils lâchèrent leurs mains, Alain murmura doucement à Michel. « Elle va le regretter. Elle va vivre la plus grande honte de sa vie. » Mais Iris marchait déjà vers le tracteur, et dans son esprit, il n'y avait pas de place pour le doute, seulement une pure détermination. Elle était sur le point de prouver qu'ils avaient tort, tous, et quand elle le prouverait, rien ne serait plus comme avant. Iris s'approcha du tracteur gigantesque, et la première chose qu'elle fit surprit absolument toutes les personnes présentes. Elle n'ouvrit pas le capot immédiatement, comme tous les autres mécaniciens l'avaient fait. Elle ne commença pas par démonter des composants visiblement endommagés. Elle ne prit aucun outil lourd pour impressionner qui que ce soit. Au lieu de cela, elle fit simplement le tour de la machine lentement, très lentement, observant chaque détail avec cette concentration absolue de quelqu'un qui lit une histoire écrite en métal et en graisse. Philippe, qui s'était posté à l'ombre d'un arbre proche, avec les autres hommes, fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'elle fait? Juste regarder » ria Alain, et probablement en essayant de gagner du temps pour trouver une excuse pour partir. Mais Iris ne faisait pas que regarder. Elle cherchait quelque chose de spécifique, quelque chose que son expérience et ses années d'études lui avaient appris que les autres mécaniciens avaient probablement ignoré. Elle s'abaissa complètement, s'allongeant à plat ventre sur le sol chaud et poussiéreux pour examiner la partie inférieure du châssis. Ses mains parcoururent les composants inférieurs, sentant les textures, cherchant des signes que seuls des yeux entraînés peuvent identifier. Après quelques minutes dans cette position, elle se leva et se dirigea directement vers une petite valve de vidange située sur la partie inférieure du réservoir de carburant. Avec des mouvements précis, elle ouvrit la valve et recueillit un échantillon de diesel dans un petit flacon en verre transparent qu'elle sortit de son sac à dos. Elle leva le flacon contre la lumière du soleil, observant la couleur du liquide avec une tension chirurgicale. Puis elle fit quelque chose qui laissa les hommes encore plus perplexes. Elle sentit profondément le carburant, comme un sommelier analysant le vin. « Mon Dieu, elle sent le diesel !» murmura l'un des employés. Des rires étouffés, mais Iris ignora complètement. De son sac à dos, elle sortit un petit densimètre numérique, un équipement dont la plupart des mécaniciens traditionnels ignoraient même l'existence. Elle plongea l'appareil dans le flacon, attendit que la lecture se stabilise et nota les chiffres dans un petit carnet. Son expression changea. Ses yeux se plissèrent. Elle répéta la procédure 2 fois pour s'assurer et chaque fois sa certitude augmentait. Finalement, elle se tourna vers le groupe d'hommes qui observaient avec un scepticisme croissant. Sa voix sortit calme mais chargée d'une autorité technique indéniable. Problème numéro 1. Quelqu'un a falsifié le carburant de ce tracteur. Ce qui se trouve dans ce réservoir n'est pas du diesel pur. Il y a du kérosène mélangé, probablement dans une proportion de 40% de kérosène et 60% de diesel. Ce mélange falsifié a complètement détruit le système d'injection Common Rail. Le silence fut total. Philippe fit un pas en avant, le front plissé. « Quoi? C'est impossible. Nous achetons du diesel certifié directement auprès du fournisseur agréé. Il y a une facture, un certificat de qualité, tout. Vous inventez ça. » Iris ne se laissa pas démonter. Certifié à l'achat, falsifié après. Et je vais le prouver maintenant. Elle prit le flacon et marcha jusqu'à Philippe. Vous voyez la couleur? Il a une teinte jaune verdâtre spécifique. Celui-ci est plus clair, plus transparent. Et l'odeur, je vous le dis, a une odeur caractéristique, plus lourde. Celui-ci est plus volatile, plus proche du kérosène. Mais la preuve définitive est ici. Elle montra le densimètre. Densité de 0. 795 grammes par CM3. Le diesel musique pure devrait être entre 0,820 et 0,850. Cette densité plus faible n'est possible qu'en cas d'adultération avec du kérosène ou un autre carburant plus léger. Michel s'approcha, prit le flacon et le sentit aussi. Musique. Son expression changea légèrement. Philippe, elle pourrait avoir raison. Ça ne sent vraiment pas le diesel normal. Mais Alain intervint rapidement, la voix plus forte que nécessaire. Cela ne prouve rien.
Ça pourrait être du vieux diesel exposé au soleil, 1000 choses. Elle essaie de chercher la petite bête pour justifier son diagnostic. Iris regarda directement Alain et il y avait quelque chose dans ses yeux qui le fit reculer involontairement. Alors, passons à la preuve définitive. Je vais démonter le système d'injection et vous montrer exactement ce que le carburant falsifié fait aux composants de haute précision. Et elle commença. Mes amis, ce qui s'est passé au cours des 2 heures suivantes fut une leçon magistrale de mécanique de précision. Iris ouvrit son sac à dos et en sortit un arsenal d'outils spécialisés que beaucoup n'avaient jamais vus. Des clés dynamométriques numériques, des clés multidents, des extracteurs d'injecteurs, des manomètres, un ordinateur portable avec un logiciel de diagnostic propriétaire et des câbles d'interface qu'elle avait elle-même adaptés. Elle commença par déconnecter systématiquement les faisceaux électriques du système d'injection, chaque mouvement précis et documenté. Puis elle retira le couvercle supérieur du moteur avec une séquence exacte de vis, sachant exactement laquelle retirer en premier pour éviter le gauchissement. Quand elle arriva aux injecteurs, ces composants minuscules mais cruciaux, qui coûtent des milliers d'euros chacun, elle travailla avec la délicatesse d'une chirurgienne. Le premier injecteur sortit après 15 minutes de travail minutieux. Elle le porta à un établi improvisé à l'ombre et le connecta à un dispositif de test qu'elle avait apporté. L'appareil émit une série de bips et afficha des lectures sur un écran numérique. Iris photographia les résultats avec son téléphone portable et montra ensuite l'injecteur au groupe. « Vous voyez ça ?» Elle pointa la pointe de l'injecteur avec une petite lampe de poche LED. « Carbonisation sévère. Cette croûte noire ne devrait pas exister avec du diesel pur. C'est un résidu de combustion incomplète causé par du carburant falsifié. Et regardez ici. » Elle pointa une autre partie du composant. Usure anormale de l'orifice d'injection. Le diamètre musique a augmenté d'environ 0,02 millilitres. Cela peut sembler peu, mais dans un système qui fonctionne avec des tolérances de micromètres, c'est catastrophique. Philippe s'approcha, réellement intéressé maintenant. Et tout cela a été causé par le carburant falsifié ? Exactement. Le kérosène a un pouvoir lubrifiant inférieur à celui du diesel. Il contient moins d'additifs détergents, il brûle à une température différente. Lorsque vous mélangez les deux et que vous forcez ce liquide à travers un système Common Rail qui fonctionne à des pressions allant jusqu'à 2000 bars, vous utilisez essentiellement un abrasif industriel sur les composants les plus précis du moteur. Elle continua à travailler, retirant les 5 autres injecteurs, chacun montrant le même schéma de dommage. Puis elle passa aux pompes haute pression, les démontant avec une expertise qui fit même les sceptiques arrêter de rire et commencer à prêter attention. Le soleil était brûlant, la température avoisinait les 40 degrés, mais Iris ne s'arrêtait même pas pour boire de l'eau. La sueur coulait sur son visage, tachait sa combinaison, mais ses mains restaient fermes et précises. Quand elle eut fini de documenter tous les dommages sur les composants d'injection, elle fit quelque chose qu'aucun des autres mécaniciens n'avait pensé à faire. Elle prit son ordinateur portable, connecta un câble spécial au port de diagnostic du tracteur et accéda au système de télémétrie embarqué de la machine. Ses doigts volaient sur le clavier, naviguant à travers des menus techniques qui ressemblaient à du code alien pour les observateurs. « Monsieur Dubois », dit-elle après quelques minutes, tournant l'écran de l'ordinateur portable pour qu'il puisse voir. « Le système de cette machine enregistre tout. Chaque fois que le moteur démarre, chaque fois qu'il est ravitaillé, chaque code d'erreur, chaque anomalie, tout est là. » Sur l'écran, il y avait un tableau avec des dates, des heures et des événements. Iris pointa des lignes spécifiques. « Regardez ici, le réservoir a été ravitaillé 4 fois au cours des 6 derniers mois, mais faites attention aux heures. 3 heures du matin le 12 octobre, 2 heures du matin le 8 novembre, minuit et 15 minutes le 3 décembre, 2h40 du matin le 20 janvier. Tous les ravitaillements ont été effectués à l'aube, à des heures absolument inhabituelles pour le fonctionnement normal d'une ferme. » Philippe sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Comment ça ?
qui ravitaillerait le tracteur en pleine nuit? C'est la bonne question. Qui a accès aux clés de la machine à ces heures-là? Qui a accès au carburant? La réponse vint avant même que Philippe ne parle. Seul Alain, mon contremaître, il a les clés de la machine et du dépôt de carburant. Alain, qui était devenu progressivement plus pâle pendant toute la démonstration technique, explosa. C'est ridicule. Je m'occupe de ces machines depuis 15 ans. Vous allez croire cette femme qui vient d'arriver ici au lieu de me croire. Elle invente toute cette histoire pour se faire passer pour importante. Mais Iris n'avait pas terminé. De son sac à dos, elle sortit quelque chose enveloppé dans un tissu. Quand elle le déroula, elle révéla un petit entonnoir en plastique bon marché, de ceux qui coûtent 5 € dans n'importe quelle quincaillerie. J'ai trouvé ceci caché sous le châssis, entre les roues arrière. Il était fixé avec du ruban adhésif à l'intérieur de la structure. Il est neuf, il y a encore des résidus de kérosène visibles. Quelqu'un utilisait ceci pour ajouter du carburant falsifié directement dans le réservoir, à l'abri des regards. Le visage de Philippe passa de bronzé à rouge puis à blanc en quelques secondes. « Alain, dit-il, musique. » Et sa voix était dangereusement basse. « Je n'ai rien fait. C'est un coup monté. Elle a mis ça là pour m'incriminer. » Mais Iris avait encore une carte dans sa manche. « Monsieur Dubois, vous avez accès au système de sauvegarde de la ferme, aux emails, aux messages, au registre de communication? » « Oui, pourquoi ? » « Parce que j'aimerais que vous vérifiiez les messages de votre contremaître au cours des 6 derniers mois, spécifiquement les communications avec des représentants de concessionnaires de tracteurs. » Philippe prit son téléphone portable, les mains tremblant légèrement de rage contenue. Il avait un accès administratif à tous les systèmes de la ferme, y compris les sauvegardes des communications des employés sur les appareils fournis par l'entreprise. Il fallut 10 minutes de recherche silencieuse et à chaque minute qui passait, son visage devenait plus rouge. Finalement, il leva les yeux et l'expression sur son visage était celle d'une pure trahison. « Alain, dit-il, musique, et sa voix se brisa. Tu recevais des messages d'un vendeur de la concession Tracteur du Sud à Clermont-Ferrand. Des messages concernant la garantie de la vente d'une nouvelle machine, 20 000 € si tu parvenais à rendre le T7 actuel inutilisable de manière à ce que cela ressemble à une défaillance mécanique naturelle. » Le silence qui tomba sur tous fut assourdissant. Alain devint blanc comme un linge. Michel laissa échapper un juron à voix basse. Les employés reculèrent, choqués. Philippe continua à lire, la voix de plus en plus tremblante de fureur et de douleur. « Tu as demandé quelle serait la meilleure façon d'endommager le moteur sans éveiller de soupçons immédiats. Et ils ont suggéré une falsification progressive du carburant sur plusieurs mois, de petites quantités à chaque fois pour que les dommages soient progressifs et ressemblent à une usure naturelle. » Alain tenta de courir. Il se retourna simplement et tenta de s'enfuir. Mais 3 employés, dont David, qui s'était moqué d'elle au début, le retinrent, non pas avec violence, mais avec fermeté. Eux aussi se sentaient trahis. 20 000 €. 15 ans, Alain, dit Philippe, et il y avait des larmes de rage dans ses yeux. 15 ans tu as travaillé à mes côtés. Tu es mon cousin, ma famille, et tu as fait ça pour de l'argent. Tu étais prêt à détruire 52 familles, à détruire tout ce que nous avons construit pour une commission? Alain ne répondit pas. Il regardait simplement le sol, la culpabilité et le désespoir gravés sur son visage. Iris, qui avait tout observé en silence, parla finalement. « Monsieur Dubois, je peux réparer le tracteur. J'ai les injecteurs de rechange dans ma camionnette. Je les ai apportés avec moi parce que je soupçonnais exactement ce type de problème. J'aurais besoin de 4 heures supplémentaires pour nettoyer tout le système, remplacer les composants endommagés, vidanger complètement le réservoir, nettoyer les conduites de carburant et recalibrer le système d'injection électronique. Mais il fonctionnera et il fonctionnera mieux qu'avant. » Philippe la regarda, musique, et pour la première fois depuis son arrivée, il la vit vraiment. Non pas comme une femme essayant de faire un travail d'homme, non pas comme une blague, mais comme la personne qui avait sauvé tout ce qu'il possédait. « Faites ce qu'il faut faire, dit-il doucement, s'il vous plaît.
Les 4 heures suivantes furent un travail silencieux et méticuleux. Iris vidangea complètement le réservoir de carburant, litre par litre de diesel falsifié qui représentait la trahison d'Alain. Elle nettoya chaque conduite de carburant avec un solvant spécifique. Elle souffla de l'air comprimé à travers chaque conduit, s'assurant qu'aucun résidu ne restait dans le système. Les nouveaux injecteurs qu'elle avait apportés furent installés un par un, chacun serré avec une précision exacte, utilisant sa clé dynamométrique numérique, 65 Némeline, ni plus ni moins. Philippe resta tout le temps à proximité, observant en silence. Il n'offrit pas d'aide, car il réalisa qu'Iris n'en avait pas besoin. Ses mouvements étaient confiants, précis, presque hypnotiques, tant ils étaient assurés. La musique vit nettoyer méticuleusement chaque composant du système d'injection. Il la vit recalibrer les capteurs de pression. Il la vit reprogrammer le module de contrôle électronique, connectant son ordinateur portable directement au cerveau du tracteur. Michel, l'agriculteur voisin, resta également, tout comme 2 des employés, tous en silence, témoins de quelque chose qui défiait chaque préjugé qu'ils portaient. Cette femme menue, qu'ils avaient ridiculisée des heures auparavant, était en train de sauver une opération entière avec des connaissances techniques qu'aucun d'eux ne possédait. Quand Iris eut finalement terminé, il était presque 18 heures. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, peignant le ciel de la Beauce de tons orange et rouge. Elle essuya ses mains sur un chiffon, ferma le capot du tracteur avec soin et monta ensuite dans la cabine. Tous les hommes présents s'approchèrent instinctivement. Iris tourna la clé de contact. Le moteur du New Holland T7 toussa 1 fois, 2 fois, puis rugit à la vie avec une puissance et une douceur qui n'existaient plus depuis des mois. Le son était parfait, propre, sans aucun des bruits étranges qui avaient tourmenté Philippe. La machine vibrait avec une force contrôlée, chaque cylindre fonctionnant en parfaite harmonie. Philippe Dubois, cet homme dur qui dirigeait 1000 hectares de terre et 50 employés, sentit des larmes chaudes couler sur son visage brûlé par le soleil. Il ne les cacha pas, il resta simplement là, immobile, écoutant le moteur qui représentait le salut de sa récolte, de ses employés, de tout ce qu'il avait construit. Iris descendit du tracteur et commença à ranger ses outils méthodiquement. Philippe s'approcha d'elle et sa voix sortit tremblante. « Iris, je n'ai pas de mots. Vous n'avez pas seulement sauvé ma récolte, vous avez sauvé l'emploi de 52 familles, vous avez tout sauvé, et moi. Et je vous ai traité comme... » Il ne put terminer la phrase. La honte était trop lourde. Iris l'interrompit, sa voix calme mais ferme, comme si je n'étais pas capable, comme si mon genre définissait ma compétence, comme si des années d'études, de spécialisation et de dévouement ne valaient rien parce que je suis une femme. Comme si la force physique était plus importante que les connaissances techniques, musique, comme si je ne méritais même pas la moitié du salaire d'un homme. Chaque mot était une vérité que Philippe ne pouvait nier. Il baissa la tête, sincèrement honteux. « Vous avez absolument raison, et j'avais complètement tort, surtout. » Michel s'approcha également, retirant son chapeau de sa tête en signe de respect. « Mademoiselle, je dois aussi vous présenter mes excuses. J'ai ri, j'ai douté de vous, et vous venez de faire quelque chose que je n'imaginais même pas possible. Si un jour vous voulez travailler dans ma ferme, les portes vous sont ouvertes. » David, le jeune employé qui avait fait la blague sur elle se cassant un ongle, vint le visage rouge de gêne. « Madame Iris, j'ai été très grossier avec vous. J'ai dit ces choses horribles et vous ne le méritiez pas. Je suis vraiment désolé. » Iris accepta les excuses d'un signe de tête, mais c'est Philippe qu'elle regarda directement dans les yeux. « Monsieur Dubois, nous avions un accord, vous vous souvenez ?» Philippe respira profondément et se tourna ensuite vers toutes les personnes présentes. Il y avait maintenant près de 20 personnes réunies, employés, voisins, curieux, qui avaient entendu parler de ce qui se passait. La police avait déjà emmené Alain, menotté et silencieux, détruit par sa propre cupidité et trahison. « Attention tout le monde », dit Philippe fort et clair.
Je veux que vous écoutiez bien ce que je vais dire. Iris Martin est la mécanicienne la plus compétente qui ait jamais mis les pieds dans cette ferme. Elle a mon respect absolu, mon admiration profonde et ma gratitude éternelle. Elle a découvert en 2 heures ce que 5 mécaniciens expérimentés n'avaient pas découvert en des mois. Elle a exposé un sabotage qui a failli détruire tout ce que j'ai construit. Elle a sauvé 52 familles avec ses connaissances, sa compétence et sa détermination. Il fit une pause et sa voix devint encore plus ferme. Et je veux lui présenter mes excuses publiques. Je l'ai traité avec irrespect, arrogance et préjugés. Je l'ai jugé sur son apparence, son genre, sur tout ce qui n'a absolument aucune importance. Et j'avais tort, complètement, honteusement tort. Puis il se tourna vers les autres agriculteurs et employés. Et quiconque parmi vous pense encore comme je pensais ce matin, commet la même erreur qui a failli me coûter tout. Musique. La compétence n'a pas de genre. Le talent n'a pas de genre. La connaissance n'a pas de genre. Et quiconque ne comprend pas cela vit au siècle dernier. Il reporta son attention sur Iris. Nous avions convenu que si vous répariez, je paierais le double du montant. Mais je vais payer le triple parce que vous méritez chaque centime. Et plus que cela, à partir d'aujourd'hui, vous êtes la mécanicienne officielle de la ferme Sainte-Rita. Tout problème avec n'importe quelle machine, vous êtes la première personne que j'appelle. Et avec un salaire fixe mensuel, pas à l'appel. Iris sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la satisfaction professionnelle, c'était de la reconnaissance, c'était du respect gagné de la manière la plus difficile possible. « J'accepte », dit-elle simplement. Michel s'approcha à nouveau. « Iris, je connais 11 agriculteurs dans la région. Puis-je monter un consortium? Vous seriez la mécanicienne spécialisée de nous tous. Paiement fixe, excellent, travail garanti, respect total. Qu'en pensez-vous » Pour la première fois de cette longue et épuisante journée, Iris sourit, un petit sourire, mais sincère. « Je vais réfléchir à votre consortium, monsieur Michel. Mais d'abord, je vais dîner et dormir 12 heures. Ce fut une longue journée. Les rires qui vinrent maintenant étaient différents. C'étaient des rires de respect, d'admiration, de reconnaissance que quelque chose d'important avait changé dans cette ferme ce jour-là. Non seulement un tracteur avait été réparé, des préjugés avaient été confrontés, des vérités avaient été révélées et une femme avait prouvé que la compétence ne demande pas la permission. Elle existe simplement, puissante et indéniable. 2 ans et demi se sont écoulés depuis ce jour brûlant de mars à Dole. Et laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à chacune des personnes impliquées dans cette histoire. Parce qu'une vraie transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle se construit jour après jour, décision après décision, choix après choix. La ferme Sainte-Rita n'a pas seulement eu sa meilleure récolte en une décennie cette année-là, elle a eu les 3 meilleures récoltes consécutives de l'histoire de la propriété. Et ce n'était pas une coïncidence. Avec les machines fonctionnant parfaitement sous les soins d'Iris, avec une véritable maintenance préventive, au lieu de réparation d'urgence désespérée, l'opération entière a gagné une efficacité que Philippe n'imaginait même pas possible. Mais la transformation la plus profonde s'est produite chez Philippe Dubois lui-même. Cet homme qui avait ridiculisé une femme mécanicienne devant tout le monde est devenu l'un des plus grands défenseurs de l'égalité des chances dans l'agro-industrie de la Beauce, et ce ne fut pas une transformation superficielle de celle que l'on fait juste pour la galerie. Ce fut une transformation authentique, profonde, douloureuse. 3 mois après ce jour-là, Philippe chercha Iris avec une proposition. Il voulait créer un programme de bourse d'études en partenariat avec le lycée technique agricole de Limoges, spécifiquement destiné aux femmes intéressées par la mécanique agricole et des machines lourdes. Il paierait le cours complet, l'hébergement, la nourriture et l'outillage professionnel pour 10 étudiantes par an. « Je ne veux pas que d'autres femmes affrontent ce que vous avez affronté, » dit-il lors de cette conversation. « Pas à cause de moi, pas à cause de personne. » Iris accepta non seulement de soutenir le programme, mais de le coordonner.
Elle-même interviewait les candidates. Elle-même sélectionnait celles qui avaient non seulement de l'intérêt, mais cette flamme de détermination qu'elle reconnaissait en elle-même. La première promotion commença 6 mois plus tard, et Iris pleura en voyant 10 jeunes femmes, la plupart filles d'agriculteurs familiaux comme elle l'avait été, entrer dans cette école technique, les yeux brillants d'espoir et d'opportunité. Le consortium que Michel avait proposé se concrétisa et grandit. Ce qui avait commencé avec 11 agriculteurs devint 23 propriétés en 3 ans. Iris dirigeait maintenant une équipe de 8 techniciens spécialisés, 4 femmes et 4 hommes, tous formés par elle personnellement selon des normes d'excellence qui n'acceptaient pas la médiocrité. Elle était devenue l'une des principales références en mécanique de machines agricoles de tout le centre de la France. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle ne changea jamais son sac à outils usé, celui-là même qu'elle portait ce jour-là à Dole. « Ce sac me rappelle, disait-elle à ses élèves, quand personne ne croyait en moi, quand on m'a offert la moitié du paiement parce que j'étais une femme, quand on s'est moqué de moi. Il me rappelle que chaque nom que j'ai reçu n'était qu'une marche de plus que j'ai dû gravir, et gravir des marches nous rend plus forts. » Alain Mercier fut condamné à 4 ans de prison pour sabotage et fraude. Philippe n'en tira aucune satisfaction. « C'était mon cousin, confia-t-il un jour à Iris, ma famille, et je lui ai fait aveuglément confiance alors que j'ai douté de vous immédiatement. Cela m'a appris que le préjugé n'est pas seulement cruel, il est stupide. Il m'a fait prendre la pire décision possible et a failli tout détruire. » Quand Alain sortit de prison après 2 ans et demi pour bonne conduite, ce fut Philippe qui l'aida à refaire sa vie. Mais dans une autre ville, loin de la ferme, loin des tentations qui l'avaient mené à la trahison, l'histoire d'Iris se répandit. Musique, non pas parce qu'elle cherchait la célébrité, mais parce que les vraies histoires ont leur propre force. Des journaux régionaux publièrent des reportages, des émissions de radio dédiées à l'agro-industrie l'interviewèrent. Elle commença à recevoir des invitations à donner des conférences dans des foires agricoles, des écoles techniques, des universités. Et elle acceptait toutes celles qu'elle pouvait parce qu'elle savait que chaque fois qu'elle racontait son histoire, elle plantait une graine de possibilité dans l'esprit d'une jeune fille qui pensait que la mécanique n'était pas pour elle. Lors d'une de ces conférences, une jeune fille de 15 ans s'approcha d'elle à la fin, les larmes aux yeux. « Mon père a un atelier de mécanique, » dit la jeune fille, « mais il ne me laisse pas y travailler parce qu'il dit que c'est un travail d'homme. » Iris serra cette jeune fille dans ses bras et dit « Tu peux ». 3 semaines plus tard, Iris reçut une photo par WhatsApp. C'était cette même jeune fille, vêtue d'une combinaison de mécanicien, souriante à côté de son père, tenant une clé anglaise. Le message disait simplement « Merci d'exister ». Ce matin d'octobre, 2 ans et demi après ce jour qui changea tout, la ferme Sainte-Rita était en fête. Philippe avait construit un nouveau centre de maintenance de machines, un hangar moderne de 2 millions d'euros, équipé d'élévateurs hydrauliques, de systèmes de diagnostic informatisés, d'outillage de dernière génération, tout ce dont une opération professionnelle a besoin. Et il avait demandé à Nathalie de couper le ruban d'inauguration. 200 personnes étaient présentes, des agriculteurs de toute la région, des élèves du lycée professionnel agricole, des journalistes, des représentants de la coopérative agricole, les 10 premières étudiantes du programme de bourse, désormais techniciennes diplômées et employées dans des exploitations agricoles de la région, et toute l'équipe de Nathalie, ces 8 professionnels qu'elle avait formés et qui étaient maintenant parmi les meilleurs mécaniciens agricoles de la région. Avant que Nathalie ne coupe le ruban, Philippe demanda la parole. Il était visiblement ému, et quand il commença à parler, sa voix tremblait. « Il y a 2 ans et demi, j'ai commis l'une des plus grandes erreurs de ma vie. Une femme est arrivée ici pour m'aider, et je l'ai humiliée. Je me suis moqué d'elle, j'ai douté d'elle, j'ai offert la moitié du paiement parce que je pensais que son travail valait moins. Et pire encore, j'ai fait tout cela publiquement devant mes employés et mes voisins, transformant mon préjugé en spectacle. » Il fit une pause, regardant directement Nathalie. «
Cette femme n'a pas seulement réparé mon tracteur, elle a révélé un sabotage qui m'aurait ruiné financièrement. Elle a sauvé 52 familles. Elle m'a éduqué de la manière la plus dure possible, me montrant que j'avais tort, non pas avec des mots, mais avec une compétence absolue et indéniable. Philippe se tourna vers le public. J'aurais pu tout perdre à cause de mes préjugés, et j'ai appris quelque chose que je porte en moi tous les jours depuis. La compétence n'a pas de genre, pas d'apparence, pas de taille physique. Elle a du savoir, du dévouement et du courage. Et Nathalie Dubois a les trois en abondance, comme je n'en ai jamais vu chez aucun professionnel, homme ou femme. Il désigna le nouveau hangar derrière lui. Ce centre n'est pas seulement destiné à l'entretien des machines, c'est un monument à ma honte et à mon apprentissage. Chaque fois que je le regarderai, je me souviendrai du jour où j'ai failli commettre l'erreur fatale de juger un livre à sa couverture. Et chaque fois que je verrai les femmes travailler ici, je me souviendrai que donner une opportunité égale n'est pas une faveur. C'est une justice fondamentale et une intelligence commerciale. Quand Nathalie coupa le ruban, les applaudissements furent longs et sincères. Mais elle ne fit pas de grands discours. Ce n'était pas son style. Elle dit simplement et directement « Ce hangar est pour tous les hommes et les femmes qui veulent travailler avec excellence, car au final, ce qui importe n'est pas qui vous êtes à l'extérieur, c'est ce que vous savez, ce que vous faites et comment vous traitez les gens. Et s'il y a une chose que j'ai apprise toutes ces années, c'est que le respect ne se demande pas, il se gagne. Mais il ne devrait pas non plus avoir à être gagné chaque jour. Il devrait être accordé dès le premier instant, jusqu'à ce que la personne prouve qu'elle ne le mérite pas. Cette nuit-là, après le départ de tous, Nathalie s'assit sur la véranda du siège de l'exploitation agricole avec Philippe, buvant du thé glacé comme de vieux amis. « Tu as transformé ma vie !» dit Philippe à voix basse. « Tu as fait de moi une meilleure personne, et je ne sais même pas comment te remercier. » Nathalie esquissa ce petit sourire sincère. « Continue à faire ce que tu fais. Continue à donner des opportunités aux femmes. Continue à éduquer les hommes qui pensent comme tu pensais. Continue à prouver que le changement est possible. C'est un remerciement suffisant. » Et quand Nathalie rentra chez elle en voiture cette nuit-là, passant par d'immenses champs de blé, sous le ciel étoilé de la campagne française, elle pensa à toutes les jeunes femmes qui viendraient après elle, aux portes qu'elle avait aidé à ouvrir, aux murs qu'elle avait aidé à abattre, et sut, avec une certitude absolue, que chaque humiliation, chaque porte fermée, chaque rire cruel avait valu la peine, car elle ne construisait pas seulement une carrière, elle pavait un chemin pour toutes celles qui viendraient après. Et ce chemin, construit avec savoir, compétence et un courage inébranlable, était suffisamment large pour que des milliers de femmes puissent y marcher la tête haute et l'avenir assuré.